Son discours va à contre-courant de ce qu'on entend souvent sur l'apocalypse et sur les discours écologistes alarmistes. Pour Marc Fontcave, la révolution écologique que certains appellent de leur vœu reste, je cite, incantatoire. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Marc Fontcave, vous êtes enseignant au Collège de France à Paris où vous dirigez le laboratoire de chimie des processus biologiques. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et du conseil scientifique d'EDF. Entretien ce soir avec vous dans le cadre de la série que nous réalisons en partenariat avec le Collège de France depuis l'automne dernier, septembre 2018. Alors d'abord, pour commencer, votre discipline, c'est la chimie des processus biologiques. En quoi ça consiste au juste ? Alors, cette discipline, c'est la chimie, donc c'est l'étude de la matière, de sa transformation, mais des processus biologiques parce que le vivant, c'est de la chimie et donc mon laboratoire s'intéresse à ces processus chimiques, métaboliques, biosynthétiques qui se passent à l'intérieur du système vivant. Voilà pourquoi, mais c'est de la chimie, c'est-à-dire qu'on s'occupe de molécules, de matériaux, sauf que c'est plus précisément ceux du vivant. Et là où ça devient important, c'est que la nature peut nous inspirer. Et en particulier, c'est ce que je fais à travers l'étude de la photosynthèse, qui me permet de comprendre comment la nature, en l'occurrence les plantes ou les micro-organismes photosynthétiques, réalisent ce processus absolument magnifique qui est de transformer le CO2 de l'atmosphère et l'eau en toute la biomasse qui nous entoure en utilisant de l'énergie solaire. Et là, on voit bien que tout de suite, on est sur le sujet du stockage des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire. Et donc, on peut basculer sur ce que j'appelle la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire que les chimistes, comme moi, essayent de comprendre la photosynthèse naturelle pour inventer des processus synthétiques bio-inspirés de photosynthèse artificielle qui, là aussi, ont comme objectif de transformer le CO2 en quelque chose d'utile. Par exemple, ça pourrait donner quoi? Qu'est-ce qui remplacerait la plante? Qu'est-ce qui remplacerait le... Alors, très bonne question. Ce qui remplacerait la plante, c'est qui a cette capacité de fixer l'énergie solaire, de fixer les photons solaires et de transformer cette énergie en énergie électrique qui ensuite transforme le CO2. Eh bien, pour un chimiste, ça peut être traduit sous la forme, de panneaux photovoltaïques qui collectent l'énergie solaire et transforment en électricité, et ensuite un couplage avec, excusez-moi d'être un peu technique, mais un électrolyseur qui contient des catalyseurs, et ça c'est de la chimie, pour transformer cette énergie électrique en énergie chimique à travers la transformation, par exemple, de l'eau en hydrogène, vous avez entendu parler de l'hydrogène comme carburant de demain peut-être, ou transformer, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire, le CO2 en hydrocarbures par exemple. Vous voyez que je suis en train de dire qu'on peut transformer le CO2 en hydrocarbures. C'est intéressant si on imagine que ceci peut constituer la fermeture d'un cycle où, après avoir brûlé les hydrocarbures qui donnent du CO2, en plus de toute l'énergie que nous utilisons, on pourrait transformer le CO2 en hydrocarbures et ainsi fermer un cycle vertueux où... Mais vous en êtes où alors dans ces recherches? Alors évidemment, on n'est pas encore dans des applications à l'échelle des besoins de la planète, même d'un pays comme la France. Mais ce sont des technologies qui avancent. Et il existe des dispositifs technologiques aujourd'hui dans mon laboratoire comme dans d'autres laboratoires dans le monde qui travaillent sur le sujet qui effectivement sont déjà en train de transformer le CO2 en hydrocarbures. Alors vous êtes l'un des grands spécialistes de ce sujet, de la transformation des énergies. Alors pourquoi, expliquez-nous ce soir, Marc Fontcave, en dépit des constats alarmants, tout à l'heure j'ai prononcé le mot alarmiste, sur l'état de la planète, vous continuez à plaider pour une transition à petits pas? Alors, sur cette question des petits pas, à nouveau, je voudrais préciser les choses parce que je n'ai pas été tout à fait bien compris. Je n'ai pas dit qu'il fallait obligatoirement des petits pas, que les pas qui étaient intéressants devaient être petits. J'ai dit que s'il y avait des petits pas, et il faut savoir prendre la mesure de l'intérêt de ces petits pas, il fallait aussi, non pas s'en satisfaire, mais au moins les noter et indiquer que malgré toutes les difficultés politiques, sociales, mais je suis là pour dire aussi des difficultés scientifiques et techniques, parce qu'on n'a pas résolu tous les problèmes, que dans ce contexte-là, certains petits pas sont la preuve
que nous avançons et que nous allons vers la résolution d'un certain nombre de problèmes. Alors, ce que je dis par contre, c'est que, en effet, cette résolution, ce changement écologique, énergétique, cette transition énergétique ne se fera pas dans les 2 ans qui viennent. Donc tous ceux qui pensent aujourd'hui, et c'est ça que je leur dis, tous ceux qui pensent que si nous n'avons pas réussi dans 2 ans, c'est la fin du monde, eh bien je dis non. Tout d'abord, nous n'aurons pas résolu, nous n'aurons pas fait la révolution écologique et énergétique en 2 ans. Il faudra encore des dizaines d'années. Et ce ne sera pas, selon vous, la fin du monde? Et ça ne sera pas non plus la fin du monde. Il faudra s'adapter, il faudra investir pour la science, pour la recherche et pour la technologie. Et il faudra aussi, vous dites-vous, pardon de vous couper Marc Fontenelle, il faudra encore miser sur l'énergie nucléaire, pourtant un sujet très controversé. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est très simple. Et là aussi, je voudrais être très clair sur cette position. Ceux qui défendent aujourd'hui l'énergie nucléaire, ce n'est pas parce qu'ils font partie d'un lobby d'abord. Je ne fais partie d'aucun lobby. Ce n'est pas non plus parce que j'ai un amour infini pour cette source d'énergie. Vous dites d'ailleurs qu'il y a des problèmes de déchets, de sûreté Bien sûr nucléaire. qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais qu'on peut traiter aussi sur le plan scientifique et technologique. Je dis simplement qu'aujourd'hui, pour une raison historique, la France a fait le choix du nucléaire. C'est ce qui explique... Donc il faut rappeler que le nucléaire est une énergie bas carbone. C'est ça qui fait sa caractéristique. Donc la France... fait partie des tout meilleurs en termes de production d'émissions de CO2 par énergie produite, parce qu'elle a fait le choix du nucléaire. Donc il y a une vraie corrélation. Vous pouvez regarder tous les chiffres. Tous les pays qui ont fait le choix du nucléaire et de l'hydroélectricité, c'est-à-dire les barrages, ce sont les champions en termes d'émissions du CO2. Donc ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, la vraie question, ce sont les émissions de CO2. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à se débarrasser du nucléaire pour la production d'électricité, parce que c'est justement une énergie bas carbone. Donc, en gros, remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, ça ne changera rien à nos émissions de CO2. Bien, on va écouter à ce sujet Nicolas Hulot, l'ancien ministre français de la Transition écologique, qui d'ailleurs a démissionné en disant, je crois, qu'il y avait des pas trop petits selon lui. On va l'écouter, on vous fera réagir juste après. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon. Et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques. Alors on a choisi cet extrait parce que typiquement, Marc Fontenave, il y a beaucoup de dates. Oui. C'est vrai que parfois on se demande comment, on a vu avec la conférence climat de l'ONU, comment font-ils les spécialistes du climat pour donner ces dates? Oui, c'est un problème de donner des dates parce que, si vous voulez, aucune révolution scientifique et technologique ne s'est produite parce qu'on lui a fixé une date limite. Les révolutions, dans l'histoire de l'humanité, les révolutions technologiques se sont faites à la vitesse des progrès scientifiques et techniques. Idem pour la médecine. Donc, toutes les révolutions. C'est parce que des chercheurs ont fait des grandes découvertes qui n'étaient pas prévues et on a avancé ainsi. Donc c'est un risque de dire, voilà, une révolution doit être faite à telle date. Ce que j'entends par ailleurs ici, c'est que Nicolas Hulot il défend d'une certaine façon un peu le nucléaire dans ce passage-là. Il dit en effet qu'on ne peut pas aller trop vite dans l'arrêt du nucléaire, parce qu'à ce moment-là, si on n'a pas résolu l'ensemble des problèmes scientifiques et techniques liés à l'utilisation des énergies renouvelables, diminuer le nucléaire, ça voudra dire augmenter les centrales thermiques et donc la production du CO2. Mais vous dites qu'il faut aussi miser, si on veut une transition écologique réaliste, sans employer le mot de révolution, qu'il faut aussi continuer à miser sur le CO2. Comment est-ce que ça peut avoir des effets? Voilà, alors... si vous voulez, le monde dans lequel nous sommes est carboné.
tout est carboné autour de vous. Vos habits sont carbonés, tout est carbone. Demain, nous aurons un jour une situation dans laquelle, soit parce qu'on a décidé de ne pas tous les brûler, soit parce qu'on aura tout consommé, justement, il n'y aura plus de gaz, de charbon, de pétrole. Alors, il y a toujours une discussion sur quand arrivera cette situation-là. C'est pas très facile à dire. Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est plusieurs centaines d'années? Mais néanmoins, il y a bien un jour où on sera en manque de ces produits. Enfin, donc, de ces sources de carbone fossiles, dites fossiles. Toute l'industrie chimique dépend de cela. Quand il n'y en aura plus, comment on fera? Bien, le monde restera carboné. Il faudra trouver du carbone. Et ce carbone, finalement, ça sera certainement la biomasse qui nous entoure, qui est remplie de molécules carbonées, hein, les plantes, tous les micro-organismes qui produisent des molécules à partir du CO2. C'est la photosynthèse, hein, c'est exactement ça. Les gaz de schiste que vous soutenez, c'est pas la photosynthèse pour le coup. Ah non, pas les gaz de schiste. Vous prenez aussi l'extraction de ce gaz? Non, alors attendez, je finis avec le CO2 puisque vous m'avez parlé de CO2. Et puis l'autre source de carbone pourrait être le CO2 qui existe dans l'atmosphère, si on arrive à capter ce CO2 et le transformer. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon laboratoire. Mais d'ores et déjà, nous pouvons essayer de capturer le CO2 qu'on émet dans les grands sites de production de CO2. Je ne sais pas, les centrales thermiques, les grands fermenteurs. L'agriculture, peut-être? Oui, c'est pas toujours facile. Il faut que ça soit concentré, si vous voulez. Il faut que ça soit des sites industriels où la production de CO2 est très concentrée. Je termine là-dessus. Et donc, si on arrive à capturer ce CO2 et le transformer, en hydrocarbures par exemple, ou autre chose, en alcool, en molécules diverses, à ce moment-là, on a une source de carbone qui peut être potentiellement intéressante. Aujourd'hui, on fait un peu ça, sauf que ce n'est pas à une échelle à la hauteur des enjeux. Merci. Voilà. Merci beaucoup Marc Fontenave sur les gaz de schiste. On invite nos téléspectatrices et nos téléspectateurs à lire vos tribunes sur Internet pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir répondu.